Je ne recommande pas aux gens d'acheter des actions aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Je pense que tout dépend de vos circonstances. Mais vous ne devriez pas acheter des actions à moins de vous attendre, à mon avis, à les détenir sur une période très prolongée et d'être préparé financièrement et psychologiquement à les détenir de la même manière que vous détenez une ferme et de ne jamais regarder un cours, et de ne jamais payer attention à cela. Vous n'avez pas besoin de leur accorder de l'attention. Je veux dire, la principale chose à faire, et vous ne parviendrez pas à identifier le point le plus bas, et personne d'autre ne peut le faire pour vous ou quoi que ce soit de ce genre. Vous devez être prêt, lorsque vous achetez une action, à ce qu'elle baisse de 50% ou plus et à être à l'aise avec cela tant que vous êtes à l'aise avec la détention. Et j'ai souligné, je pense il y a 1 an, peut-être 2 ans, dans le rapport annuel, et bien, juste celui d'avant le plus récent. J'ai souligné qu'il y avait eu 3 fois dans l'histoire de Berkshire où le prix de l'action de Berkshire avait baissé de 50%. 3 fois différentes. Maintenant, si vous l'aviez acheté avec de l'argent emprunté, vous auriez pu être ruiné. Il n'y avait rien de mal avec Berkshire quand ces 3 fois se sont produites. Mais si vous allez regarder le prix de l'action et penser que vous devez agir parce qu'elle fait ceci ou cela ou que quelqu'un d'autre vous le dit, je veux dire, comment pouvez-vous y rester lorsque quelque chose d'autre monte ou quoi que ce soit? Vraiment, vous devez être dans la bonne position psychologique et franchement, certaines personnes ne sont pas très prudentes. Certaines personnes sont plus sujettes à la peur que d'autres. C'est comme le virus. Il frappe certaines personnes avec une beaucoup plus grande férocité que d'autres. Et la peur est, eh bien, c'est quelque chose que je n'ai vraiment jamais ressenti financièrement. Mais je ne pense pas que Charlie l'ait ressenti non plus. Certaines personnes peuvent le gérer psychologiquement. Si vous ne pouvez pas le gérer psychologiquement, alors vous ne devriez vraiment pas posséder d'actions car vous allez les acheter et les vendre au mauvais moment. Et vous ne devriez pas compter sur quelqu'un d'autre pour vous dire cela. Vous devriez faire quelque chose que vous comprenez vous-même. Si vous ne le comprenez pas vous-même, vous serez influencé par la personne suivante à qui vous parlerez. Et donc vous devriez être en mesure de conserver. Et je ne sais pas si aujourd'hui est un bon jour pour acheter des actions. Je sais que cela fonctionnera sur 20 ou 30 ans. Je ne sais pas si cela fonctionnera sur 2 ans du tout. Je n'ai aucune idée si vous serez en avance ou en retard sur une action que vous achèterez un lundi matin. Ou sur le marché. Permettez-moi de poser cette question qui vient de Kevin. Il dit, au cours des dernières semaines, nous avons entendu des gestionnaires de fonds actifs dire que le temps de l'investissement passif est révolu. La sécurité historique de l'investissement à long terme dans un fonds indiciel a disparu. Pourriez-vous donner votre avis sur ce sujet, en particulier en ce qui concerne les 10 prochaines années? Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas changé mon testament et il indique que ma veuve devrait avoir 90% des fonds dans des fonds indiciels et c'est, je pense, un meilleur conseil que ce que les gens reçoivent généralement de ceux qui sont très bien payés pour donner d'autres conseils. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent en conseillant un fonds indiciel S&P 500. Je veux dire, comment pouvez-vous dire que le jour des fonds indiciels est révolu? Je veux dire, si vous dites que le jour de l'investissement en Amérique est révolu, je serais en désaccord assez violemment. Et y a-t-il quelque chose de spécial à dire que les fonds indiciels sont un moyen terrible d'investir? Je ne pense vraiment pas qu'il soit très difficile d'avoir des preuves de cela. Je veux dire, si les fonds indiciels reflètent le marché, et d'un côté il y a des frais élevés, ceux qui pensent qu'ils peuvent choisir des actions, et de l'autre côté il y a des frais bas. Je sais de quel côté va gagner sur le long terme. Et il faut reconnaître que pour un grand nombre de personnes, il est dans leur intérêt de vous convaincre qu'ils peuvent faire quelque chose qu'ils peuvent même croire pouvoir faire. Et un certain pourcentage d'entre eux le feront. Par chance et quelques personnes le feront par compétence et c'est ce qui le rend si séduisant de pouvoir trouver le Jim Simmons ou quelqu'un qui va produire un rendement extraordinaire et Jim et son groupe l'ont fait par l'intelligence, mais c'est très inhabituel et d'ailleurs ils vont vous demander beaucoup d'argent et ils vont peut-être même fermer leurs fonds,
s'ils le font parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec des sommes vraiment énormes par rapport à ce qui a été établi dans le passé. Donc, vous devez simplement reconnaître que vous traitez avec une industrie où il est rentable d'être un excellent vendeur. Et il est encore plus rentable si vous êtes un excellent vendeur et que vous pouvez réellement produire quelque chose. Mais l'argent est dans la vente. Il y a beaucoup plus d'argent dans la vente que dans la gestion, en fait, si vous regardez l'essence de la gestion de placement. Berkshire a investi dans de nombreuses entreprises avec des programmes de rachat d'actions. Récemment, il y a eu un backlash contre les rachats d'actions. Quels sont vos points de vue sur ce sujet? Eh bien, c'est très politiquement correct d'être contre les rachats d'actions. Les rachats d'actions maintenant, vous savez, et ils vont l'incorporer dans le programme de prêt. Je veux dire, il y a beaucoup de choses folles dites sur les rachats d'actions, les rachats d'actions sont si simples. Je veux dire que c'est une façon de distribuer de l'argent aux actionnaires et disons simplement que vous, Greg et moi, nous décidons d'acheter une concession automobile ou une franchise McDonald's ou quelque chose comme ça, et nous investissons chacun $1 million, ou peu importe le montant, et nous nous entendons bien et l'entreprise croît et tout ça, et l'un de nous veut vraiment dépenser sa part des bénéfices. Et les deux autres veulent laisser l'argent dans l'entreprise pour qu'elle se développe. Maintenant, si nous faisions cela à 3, et que nous étions les seuls actionnaires, nous n'établirions pas un dividende à 100% pour tout le monde. Et nous ne gênerions pas celui qui voulait sortir non plus. La chose logique à faire est d'acheter une partie, quelle que soit la personne qui veut dépenser annuellement les bénéfices, d'acheter une partie de leurs actions et les deux autres voient leur intérêt dans l'entreprise augmenter, et la troisième personne a toujours un peu plus d'intérêt par ce qu'elle laisse, mais elle peut aussi retirer de l'argent de l'entreprise. Vous voyez, vous retirez de l'argent de l'entreprise et, dans les deux cas, et l'un, vous appelez cela des dividendes et vous l'envoyez à tout le monde, qu'ils le veuillent ou non. Et avec les rachats d'actions, vous le donnez à ceux qui veulent l'argent. Et je suis partisan de donner des actions depuis 2006. Et je vais donner beaucoup d'actions, mais les personnes, les philanthropies qui les reçoivent, doivent dépenser l'argent. Très rapidement, vous savez, sur une base actuelle, plus ou moins. Donc ils reçoivent $3 milliards en actions ou peu importe, et je réduis en fait mon intérêt dans Berkshire, mais Berkshire conserve toujours plus de capital que ce que je donne. Donc, j'ai plus de dollars investis, mais mon intérêt diminue, et les personnes qui ont besoin de liquidités pour mener à bien la philanthropie. Ils liquident les actions, et je ne force pas ma sœur, ou qui que ce soit, à prendre beaucoup d'argent qu'elle ne veut pas. Elle veut le réinvestir, tout le réinvestir dans l'entreprise, et les personnes qui ne veulent pas vendre une partie de leurs actions. Et, l'entreprise se retrouve dans la même position. Nous avons distribué une partie du capital dont nous n'avons pas besoin pour la croissance. Maintenant, savoir si l'entreprise devrait l'acheter dépend de plusieurs choses. Premièrement, ils devraient conserver l'argent dont ils ont besoin pour des perspectives de croissance intelligentes. C'est bien. Et deuxièmement, et c'est un point qui n'est jamais mentionné, ils devraient l'acheter en dessous de ce qu'ils estiment qu'il vaut. Ils feront des erreurs à ce sujet, mais vous faites des erreurs dans beaucoup d'entreprises. Mais ce devrait être le principe directeur. Et à ma connaissance, J.P. Morgan, Jamie Dimon a dit, une fois, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, vous savez, nous conservons, nous achèterons des actions lorsque ce sera à l'avantage de l'actionnaire continue de le faire. Mais vous entendez parler de tous ces problèmes de rachat d'actions, que nous allons dépenser 5 milliards pour le racheter ou 10 milliards. Eh bien, c'est comme dire que je vais sortir et acheter une entreprise cette année pour 5 milliards sans savoir ce que vous allez obtenir pour l'argent. Cela devrait être sensible au prix. De toute évidence, cela devrait être sensible aux besoins. De toute évidence, mais quand les conditions sont bonnes, il devrait aussi être évident de racheter des actions et il ne devrait y avoir aucune tâche à cela pas plus qu'il n'y en a aux dividendes. Et les gens qui ont maintenant pris les cris sur la façon terrible dont les entreprises ont racheté des actions. Eh bien, vous pouvez dire que c'était terrible pour eux de verser des dividendes aussi, ils auraient plus d'argent maintenant.
Mais ils faisaient ce qui était intelligent à l'époque et j'espère qu'ils continueront à faire ce qui est intelligent à l'avenir. Greg. Non, la seule chose que je sais que tu as commenté dans le passé, c'est que je pense que la seule chose que nous voyons et évidemment nous soutenons les rachats d'actions, mais il y a des entreprises qui ont peut-être utilisé un peu trop l'ingénierie financière. Extrême et un peu trop astucieuse, de sorte que vous utilisez effectivement chaque centime de votre bilan pour racheter des actions à un moment où vous ne créez vraiment aucun coussin pour votre entreprise, pour tout type d'événement ou de chaos. Et je pense que c'est une conséquence très malheureuse pour elle. Et donc vous obtenez une partie du backlash, mais il y a encore des entreprises, comme vous l'avez souligné, beaucoup qui le font bien. Oui. Non, s'ils les rachètent parce que c'est à la mode parce qu'ils aiment vraiment l'idée. Il n'y a rien de mal à prendre une mesure qui augmente la valeur des actions restantes, mais s'ils le font de manière et j'ai été témoin de certains programmes où c'est vraiment stupide. Mais je ne pense pas que ce soit immoral, je pense juste que c'est stupide, fondamentalement. Et d'autre part, nous favorisons les entreprises qui prennent soin de tous leurs besoins de croissance et, comme le dit Greg, maintiennent des bilans solides et tout ça. Laissez une marge d'erreur pour les choses avec lesquelles vous pouvez être surpris. Et s'ils constatent que leur action se vend en dessous de ce que l'entreprise vaut intrinsèquement, je pense qu'ils font une grosse erreur s'ils n'achètent pas leurs actions et va ça être un ballon politique et comme je dis que quand il devient politiquement correct de faire quelque chose dans ce pays, si vous êtes un politicien, la meilleure chose à faire est de s'y mettre. Mais, Berkshire va faire ce qu'elle pense être logique pour les actionnaires. Et nous aimons investir dans des entreprises qui pensent aussi de cette façon. Évidemment, toutes les entreprises ne le font pas. J'ai reçu plusieurs variations de cette prochaine question, certaines plus polies que d'autres. Celle-ci est à peu près au milieu. Mais celle-ci vient de Mark Blackley, qui écrit depuis Tulsa, Oklahoma, et il dit, comme beaucoup, je suis un fier actionnaire de Berkshire Hathaway. Cependant, en comparant les performances de Berkshire avec le S&P 500 au cours des dernières années, 5, 10 ou 15 ans, j'ai été déçu par le sous-performance de Berkshire, même depuis le début de l'année, Berkshire est en retard sur le S&P 500 de 8%. À quoi attribueriez-vous la sous-performance de Berkshire? Eh bien, je ne peux pas imaginer vendre un jour mes actions Berkshire. L'argent est de l'argent. Eh bien, je suis d'accord avec tout ce que, j'oublie son nom, mais vient de dire, je veux dire, la vérité est que, c'est que je recommande le S&P 500 aux gens et j'y crois. Je crois que Berkshire est aussi solide que tout autre investissement individuel peut l'être. En termes de réalisation de rendement raisonnable au fil du temps. Mais je ne voudrais pas parier ma vie sur le fait que nous battrons le S&P 500 au cours des 10 prochaines années. Je pense qu'il y a une chance raisonnable de le faire, évidemment, mais, et nous avons eu des périodes, je ne sais pas combien, sur les 50, 55 ans que nous le faisons ou, je ne sais pas combien nous avons battu ou non. J'ai mentionné plutôt que 1954 était ma meilleure année, mais je travaillais absolument avec des cacahuètes, malheureusement. Et je pense que si vous travaillez avec de petites sommes d'argent, je pense qu'il y a quelques chances pour quelques personnes qui apportent vraiment quelque chose au jeu. Mais je pense que c'est très difficile pour quiconque de les identifier. Et je pense que lorsque vous travaillez avec de gros fonds, cela devient plus difficile. Et, c'est certainement devenu plus difficile pour nous avec des fonds plus importants. Et je ne promettrai à personne que nous ferons mieux que le S&P 500. Mais ce que je leur promets, c'est que j'ai 99% de mon argent dans Berkshire et la plupart des membres de ma famille, ils ne sont peut-être pas aussi extrêmes, mais ils s'en approchent. Et je me soucie de ce qui arrive à Berkshire, sur le long terme, autant que n'importe qui pourrait s'en soucier. Mais, vous savez, se soucier ne garantit pas les résultats. Cela garantit l'attention. Mais, Greg? Eh bien, je serais d'accord pour dire qu'il n'y a jamais de garantie, mais quand je regarde les actifs que nous avons en place et les équipes qui sont en place, je suis engagé envers Berkshire, mais nous avons des équipes dédiées qui,
sont également dévouées à Berkshire et elles vont sûrement donner leur meilleur effort chaque jour. Et quand je regarde les actifs et les personnes, je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas le garantir, mais nous avons, une grande chance, de sûrement faire un bon effort pour le surpasser. Il est difficile d'imaginer obtenir un résultat terrible avec Berkshire, mais, vous savez, tout peut arriver. Et ce que je sais, c'est qu'il serait plus facile de gérer 5 millions que notre valeur nette comptable chez Berkshire à la fin du trimestre, je pense était de 370 milliards et quelques, ce qui est en baisse, mais c'est toujours supérieur à la valeur nette comptable de n'importe quelle société aux États-Unis. C'est, peut-être qu'il y a une société fédérale qui en a plus, mais en termes de, cela peut être le plus grand au monde. Je ne suis pas sûr. Et cela rend la vie difficile à certains égards, aussi. Oui, et le potentiel de nos activités opérationnelles est substantiel. Quand vous pensez, nous avons parlé d'énergie, vous l'avez mentionné, cette infrastructure continue de changer. Il y a, vous savez, nous sommes prêts pour 100 milliards de dollars d'opportunités d'investissement là-bas. Si nous regardons simplement l'entreprise au cours des 10 prochaines années et l'infrastructure nécessaire et comment elle change de manière substantielle, des investissements substantiels là-bas qui me disent simplement que nous avons de très bonnes perspectives. C'est eux, et nous sommes bien positionnés pour les poursuivre. Ce qui, encore une fois, quand vous regardez nos activités principales, vous les avez mentionnées, Burlington, l'assurance et l'énergie. C'est difficile. Notre baisse est très bien protégée. Nous avons 3 entreprises vraiment importantes. Ouais. Et nous sommes mieux placés que quiconque dans le secteur de l'énergie. Juste parce que nous n'avons pas de dividendes à verser. Nous avons conservé 28 milliards de bénéfices sur 20 ans que vous ne pouvez pas le faire si vous dirigez une entreprise publique normale. Et nous avons un appétit énorme et le pays en a besoin. Le monde en a besoin. Et, nous sommes une entreprise très logique, bien structurée, je dirais, parce que cela ne me concerne pas, à participer, à juste titre à d'énormes besoins, dans le monde maintenant. Vous savez, ils sont lents et ils impliquent des gouvernements et, je veux dire, des gouvernements d'État et il y a beaucoup d'eux. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de manière spectaculaire. Cela se fera progressivement et Berkshire devrait y participer de manière importante. Nous pouvons faire des choses dans l'assurance que personne d'autre ne peut faire, cela ne signifie pas grand-chose à de nombreuses reprises, mais occasionnellement, cela peut être important. Donc il y a des avantages à la taille et à la force. Mais il y a aussi des inconvénients à la taille. Si nous trouvons une excellente opportunité qui, pour 1 milliard de dollars, double notre argent, c'est 1 milliard avant impôt et c'est 790 millions après impôt et sur une valeur marchande de 450 milliards ou quoi que ce soit d'autre, cela ne représente pas grand-chose, malheureusement. Nous essaierons quand même de le faire si nous le pouvons.